pendant fort longtemps, quand même, quand on voyait un cerveau, c'est qu'on avait ouvert une boîte crânienne. Hein, globalement, c'était plutôt triste pour les personnes qui ne pouvaient pas en profiter. Alors que là, l'imagerie a fait des progrès, mais colossaux. Et on va vous le montrer tout de suite. Hein, c'est vraiment le thème de ce forum, de ce week-end. Vous n'avez encore rien vu, et là, vous allez voir l'intérieur du cerveau. Je vous donne la parole tout de suite, Monsieur Poupon. Il y a un micro devant vous. Merci. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Et effectivement, je suis à la base ingénieur. Je ne suis pas médecin. Et les premières fois où je m'intéressais en fait aux neurosciences, c'est quand j'étais jeune étudiant. Et peut-être qu'on va pouvoir voir en fait le début de quelques planches d'illustration que j'ai préparées pour vous. Ça serait bien qu'on les voit. Par exemple. Ah ben voilà. Ah non. Elles vont arriver dans 2 secondes. Elles vont arriver dans 2 secondes. Et les premières fois que j'ai regardé un cerveau, en fait, assez étonnamment, j'ai pensé, et je ne sais pas si vous allez avoir la même image à l'esprit. Et voilà. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est le film de... Ce sont des planches. Non, c'est pas ça. Ce ne sont pas des films, ce sont des planches. On commence... c'est vrai que les films sont très très beaux, mais on va peut-être effectivement commencer par les plans. Il y avait un PowerPoint, un PDF, pardon, qu'on a visualisé tout à l'heure. Bon, expliquez-nous un petit peu. Donc, quand même, voilà. Les premières fois qu'on regarde un cerveau, en fait, l'image qui vous vient à l'esprit, c'est, on a l'impression de regarder une noix, le fruit, la noix. Pourquoi ? Parce qu'on voit une espèce de coque extérieure qui pourrait représenter en fait l'os crânien qui enveloppe votre cerveau. Et quand vous ouvrez en fait cette coque, vous voyez effectivement votre noix, et votre noix, elle ressemble étonnamment à un cerveau. Comme un cerveau, elle a 2 hémisphères. Vous avez effectivement 2 cerneaux de noix. Et puis, lorsque vous regardez la forme de chacun de ces cerneaux, c'est très très circonvolué. C'est une forme extrêmement complexe. Et quand on regarde en fait un cerveau pour la première fois, c'est pareil. L'extérieur du cerveau, le cortex cérébral est extrêmement plissé, et la forme de ce cerveau est extrêmement complexe. Et puis, vous avez tous mangé une noix. Il y a cette petite pellicule grise là, ou marron, qui est en fait en périphérie de la noix, qui se coince toujours dans les dents. Et là, vous pouvez avoir l'image en fait du cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est là où vous allez trouver les neurones qui s'activent lorsque votre cerveau s'active. Et plus enfoui, vous avez en fait plutôt une substance qui est relativement blanche. Et pareil, dans le cerveau, plus enfoui, vous avez la substance blanche. Et la substance blanche, ça renferme en fait l'ensemble des connexions qui vont relier l'ensemble de ces neurones. Et donc, ça c'est la première vision qu'on peut avoir en fait du cerveau. Alors ça aurait été bien d'avoir quelques planches pour illustrer. Il y a manifestement un problème en régie. Est-ce qu'éventuellement vous auriez plutôt le film de Monsieur Costala qui est prêt, auquel cas on commencerait par cette partie-là, et on ferait les imageries du cerveau après. Est-ce qu'on peut avoir une réponse ? Ah voilà. Alors. Voilà, ça c'est le film de monsieur... c'est votre film, ça. Donc on va parler d'accident vasculaire cérébral, AVC, ces trois lettres qui font très très peur. Et je vous laisse commenter parce que c'est aussi magnifique. Bon, alors là, je vous présenterai après, je vous explique d'abord ce qui se passe. Là, vous voyez une prise en charge d'un patient dans la région qui est victime d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est la première cause, il faut savoir, de dépendance aujourd'hui en France, la 3e cause de mortalité. Et c'est un fléau contre lequel beaucoup de spécialités s'allient pour lutter. Et ma spécialité, la neuroradiologie interventionnelle, en est un maillon. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'acheminement en hélicoptère décidé par le système de régulation pour aller chercher dans la montagne ce patient qui vient de présenter un déficit neurologique. Il y a une décision qui est prise en fonction de la durée de transfert et le choix va être fait de prendre un hélicoptère plutôt qu'une ambulance pour amener au plus rapide le patient sur le CHU de Nîmes. Ça a été donc la première arrivée. Et à l'arrivée de ce patient sur le premier, ce qu'on appelle la première stroke, une unité de stroke, vous avez une cartographie du cerveau, on en reparlera tout à l'heure, qui montre sur le côté gauche de l'écran, vous allez voir qu'il y a une asymétrie et qu'il y a une cartographie de couleurs qui montre en fait un retard d'arrivée du sang dans le cerveau du côté gauche du patient. Vous voyez toute une cartographie verte qui montre en fait une souffrance aiguë du cerveau. Ce patient va bénéficier d'un traitement par voie intraveineuse qu'on appelle la fibrinolyse, qui va montrer en fait, qui va essayer de dissoudre le caillot par voie médicamenteuse. Malheureusement, ce médicament n'est pas toujours efficace lorsque le caillot de sang est gros et qui bouche une grosse artère dans le cerveau. Et nous, notre métier, c'est justement de traiter ces AVC graves qui ont une grosse occlusion dans le cerveau. Et ce patient est amené immédiatement en urgence
au CHU de Montpellier, où il est pris directement sur une table d'angiographie. On voit un neurologue ici, le docteur Gaillard, qui est en train de réévaluer en urgence le patient pour voir l'étendue du déficit neurologique. Et pendant que cet examen a lieu, vous voyez en arrière les paramédicaux qui préparent tout le matériel qui va nous servir à non pas mettre un médicament, mais cette fois-ci faire une ponction fémorale dans l'artère, remonter devant l'aorte, passer à côté du cœur, passer dans les vaisseaux du cou et aller jusque dans le cerveau pour désobstruer le cerveau de ce patient qui est actuellement bouché. C'est un chemin difficile à faire, c'est très technique. C'est un entraînement, donc après toute l'équipe est entraînée à le réaliser. C'est sûr qu'il faut au moins 2 ans, on va dire, de formation pour pouvoir le faire rapidement et précisément. Je parle 2 ans de formation après avoir complété le cursus médical. Et là, vous avez... 2 ans après 15 ans, quoi. C'est ça. Et là, vous voyez encore une imagerie qui a été refaite sur Montpellier. Vous voyez cette grosse tache rouge sur votre écran de droite. C'est toute la partie du cerveau qui va mourir si on ne débouche pas. Donc là, j'espère qu'on va avoir le retour. Regardez l'écran droit, vous voyez toute cette tache rouge, c'est ce que l'imagerie fonctionnelle montre. Elle montre tout un manque de sang dans cette partie du cerveau. Et si on ne débouche pas cette artère, eh bien, tout le rouge va mourir et donc l'AVC va être gravissime avec un taux de décès de parfois de 30% en cas de non-désobstruction sur ce type d'occlusion. Donc là, on est le temps, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle la timeline, le temps d'exécution, et vous voyez que dans la minute, le patient est endormi, mis sous anesthésie générale par l'équipe d'anesthésie, et nous permet d'aller cheminer, on va dire, de façon... sûre dans les vaisseaux. Donc là, vous voyez les vaisseaux qui s'opacifient. Le noir que vous voyez, c'est un produit qu'on injecte dans le cou au travers de la carotide qui vient remplir le cerveau. Et en remplissant le cerveau, là où le cerveau ne se remplit pas, ça nous permet de localiser l'obstacle, tout simplement. Et cet obstacle, ça va être ce caillot de sang qui a migré du cœur ou parfois des carotides jusque dans le crâne. Donc là, on fait une espèce on appelle ça un roadmap, c'est une espèce de trace figée qui nous permet de naviguer précisément. Là, on est au niveau du cou. Et maintenant, les petits instruments, si vous faites attention sur l'écran de droite, vous voyez un petit peu comme un cheveu noir se développer à l'intérieur du crâne. Et ce cheveu noir, c'est un micro-guide qui va faire moins d'un dixième qui va faire environ la moitié d'un millimètre et qui va nous permettre d'aller cheminer jusque maintenant dans le cerveau. C'est-à-dire qu'après le dernier virage que vous voyez qu'il y a une espèce de trace blanche et puis ça se termine avec un virage. Ce virage, on est cette fois-ci dans le cerveau. Avant, on est dans le cou. Là, on a piqué au point de ponction fémorale. Vous voyez nos mains à gauche, elles sont posées sur la jambe du patient. Donc c'est très très souple pour pouvoir faire de tels virages parce que oui, ouais. Le matériel est très souple, il est à la fois rigide et souple pour permettre de naviguer. Et vous voyez toute cette trace, si vous regardez cette tache d'encre sur l'écran de droite, vous voyez qu'il manque. Sur le côté gauche, il y a tout un côté qui est ralenti sur l'écran un petit peu en encre de Chine. Et c'est pourquoi c'est ralenti? Tout simplement parce qu'il y a cette obstruction intracrânienne. Et là, le cerveau est en train de mourir progressivement à petit feu toutes les minutes. Vous perdez 2 millions de neurones. Et donc, c'est une course contre la montre. 2 millions par minute? Oui, environ 1,2 million par minute en fonction. Puis en fait, c'est pas une vérité absolue. Ça dépend des gens. Certains perdent beaucoup, certains ne perdent pas beaucoup par minute. Donc, on va venir cheminer dans le crâne avec des petits outils qui sont creux, qui sont vides, et ces petits outils creux nous permettent d'insérer à l'intérieur comme un espèce de petit stent, un petit grillage enroulé sur lui-même. Et ce petit stent enroulé sur lui-même, on va venir le déployer dans le cerveau au contact du thrombus. C'est ce que vous allez voir sur l'écran de droite. Le thrombus, c'est le caillot qui bouge? Le thrombus, c'est le caillot de sang. Vous allez voir ici là, que sur l'écran de droite, ça bouge pas trop pour l'instant, mais vous allez voir qu'on va délivrer un petit stent progressivement dans le cerveau. Alors on amène des instruments très près du thrombus, des cathéters d'aspiration. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de tuyau noir qui est au centre de l'écran, qui s'avance. Et là, regardez près de ma main droite, là, vous voyez une pompe qui aspire. Donc à la fois, il y a une pompe qui aspire le sang dans le cerveau. Ça fait 2 mm, ce que vous voyez dans le crâne. Et en même temps, vous avez un stent qui piège le thrombus, qui piège le caillot de sang dans la distalité de l'arbre vasculaire. Donc vous avez 2 systèmes contigus, une aspiration proximale, comme un aspirateur, si vous voulez, et puis une espèce de petit grillage qui s'imbibe dans le thrombus, qui imprime le thrombus, et en l'imprimant, il accroche le thrombus, et en combinant cette aspiration proximale, et puis ce grillage qui vient faire une empreinte dans le thrombus, en ramenant les deux, tout progressivement, on arrive à déboucher l'artère. Donc là, le patient, parfois, peut avoir quelques douleurs. C'est pour ça que l'anesthésie générale, ici, dans ce cas-là particulier, nous rend parfaitement service. Et là, ici, en fait, on va laisser refluer le sang du cerveau au travers de ce petit conduit.
C'est-à-dire que le sang qui est du cerveau va couler sur la jambe pour nous permettre aussi de récupérer les débris qu'on aurait pu emmener en ramenant ce thrombus. Donc vous allez voir ce que ça représente. Donc là, on vide ce sang qui vient du cerveau pour vérifier qu'on n'a pas de débris. Et vous allez voir que sur cette compresse de sang, vous allez voir le caillot de sang, le thrombus, on appelle le thrombus, qui occluait l'artère. Et donc là, vous voyez sur le petit stent ici, vous voyez quelque chose de très noir, vous voyez, entre mes mains. Et bien c'est le caillot de sang qui était responsable de l'AVC, qui a été retiré du patient, parce que l'artère est saine la plupart du temps. Le thrombus vient du cœur, vient des carotides, sur une artère saine dans le cerveau. Donc si on enlève le thrombus, on laisse une artère saine, et cette artère saine, elle doit fonctionner normalement. On est presque à vitesse normale là ou c'est très accéléré? Donc on est presque à vitesse normale sur l'écran de gauche, et là vous voyez tout d'un coup, la tâche d'encre s'est complétée. Vous voyez maintenant un rond noir bien rempli. Pourquoi bien rempli? Parce que maintenant qu'on a libéré l'obstacle, eh bien vous remplissez tous les petits capillaires. Si vous regardez sur l'écran de droite, vous allez voir, voilà, par rapport à tout à l'heure, il manquait, une partie de l'écran était en blanc, et cette fois-ci vous allez pouvoir voir une opacification complète, vous voyez, de l'arbre vasculaire cérébral. Donc ça, il y a une reperfusion complète du cerveau qui est en train de s'opérer pour ce patient. On est à 40 minutes après l'arrivée sur le CHU de Montpellier, donc à 40 minutes après l'arrivée sur le CHU, il y a eu 12 minutes pour le piquer et 30 minutes pour obtenir la reperfusion complète. Donc 40 minutes après le franchissement de la porte, le patient a une reperfusion cérébrale complète. Donc ce patient, ensuite, on va le réveiller, on va le réévaluer cliniquement et on va refaire aussi une imagerie cérébrale pour vérifier que notre procédure ne l'a pas fait saigner, n'a pas déclenché de complications. Et ensuite, on va pouvoir voir un petit peu le résultat final, c'est-à-dire que le temps qu'on les pris en charge, si les gens ont tardé, si les gens n'ont pas compris l'urgence de la situation, et bien malheureusement, même si on a débouché, on peut avoir des situations où il y a une altération et une destruction du cerveau et que la reperfusion n'est utile que si on s'est pressé et si on a appris, si toute la chaîne a fonctionné, si les urgentistes ont fonctionné, si les pompiers ont fonctionné, si la régulation a fonctionné, si les neurologues, l'anesthésie. On est le maillon d'une chaîne qui aboutit au résultat final, dans la satisfaction de voir l'ouverture vasculaire, mais dans la prise en charge du stroke, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a 14 personnes qui vont se succéder dans la chaîne de prise en charge urgente d'un AVC aujourd'hui. Donc chacun apporte sa contribution. On apporte, nous, les obstructions, bien sûr, techniques à la fin, mais c'est vraiment un travail multidisciplinaire que vous voyez là. Vous voyez l'imagerie de contrôle, et vous allez voir que, comme tout est homogène, vous voyez sur l'écran de droite, vous voyez par exemple que tout est homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nécrose diffuse du cerveau. Le patient a un cerveau quasi normal, et ce patient, en fait, va pouvoir rentrer à son domicile, malgré son âge. Il est quand même assez âgé à la prise en charge, avec quand même un AVC qui est très grave, puisqu'on peut en mourir dans 30% des cas, et c'est quelqu'un qui va rentrer à la maison quasiment sans déficit, grâce à la chaîne totale, à la chaîne complète qui a été démarrée du début jusqu'à la fin de sa prise en charge. Je voulais remercier l'auteur de ce film magnifique. On peut applaudir, son nom. effectivement. Alors, c'est vrai que ces films qui sont tournés, en fait, sont tournés par Antoine de Boisgelin, qui tourne, avec lequel on organise un congrès international basé sur des prises en charge réalistes sur Nice. Et c'est un travail de l'équipe de capture qui est incroyable, puisqu'ils suivent le patient et les équipes de soins jour et nuit sur les alertes d'AVC en salle, avec le SAMU, avec les systèmes de régulation. C'est un documentaire d'une précision médicale absolue dont on se sert pour discuter dans des réunions scientifiques internationales actuellement sur Nice. Chaque année, c'est grâce à Antoine de Boisgelin et sa société CareProd. Donc je vous remercie par une occasion. Alors, c'est vrai que c'est très très beau, mais vous allez voir, le CEA a aussi des choses magnifiques. La dernière chose que je voudrais vous demander quand même, c'est qu'on se rend bien compte que c'est une urgence absolue. Quels conseils vous pouvez donner? Quels sont les signes qui doivent alerter? Parce que je pense que c'est vraiment important. On sauve des gens, on fait des choses magnifiques, mais si on peut faire ça précocement, c'est mieux. Ouais, je crois que vous avez tout dit, c'est-à-dire que toute cette technicité, toute cette chaîne de soins, elle ne prend de sens en fait que si on est dans des temps raisonnables pour désobstruer les patients. Et le pire pour l'AVC, je crois que c'est que ça fait pas mal. Par rapport à l'urgence coronaire ou l'infarctus du myocarde, quelqu'un qui a mal à la poitrine, il se retourne de suite, il prend le téléphone et il n'y a pas photo. Alors que dans l'AVC, les gens vont pas bouger un peu la main, puis ça va revenir, puis ils sentent pas très, ils parlent un peu bizarrement, mais ça revient. Du coup, il y a une espèce de retard qui s'installe parce qu'ils ont pas mal. Donc je pense que le premier conseil qu'on doit donner, c'est devant un trouble de la parole, devant un trouble moteur, même transitoire,
devant une vision double ou anormale, ce sont des signes dans lesquels il faut appeler très précocement le 15, et le 15 permettra de déclencher la chaîne de l'urgence qui pourra amener jusqu'à la résolution d'AVC, même très grave, sur ces gros troncs particulièrement. Merci. Ben maintenant, on va voir d'autres images très différentes, très très belles. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir avoir les images. Voilà, Monsieur Poupon. Oh, voilà. Magnifique. Donc je reprends en fait ce que je disais au tout début. Vous avez sur votre droite en fait des images d'un cerveau en transparence où vous voyez sur la photo qui est au centre en bas en fait quelque chose qui ressemble à une noix. Et ce que je vous expliquais, l'analogie de la noix elle est relativement vraie. On a 2 hémisphères, 2 cerneaux de noix, une petite couche en fait en périphérie. Et ça c'est la vision en fait que peut avoir le neurochirurgien lorsqu'il n'est pas doté d'outils de neuroimagerie du cerveau et lorsqu'il ne dissèque pas le cerveau parce qu'on n'a pas envie de disséquer nos patients qui sont vivants et qui ont envie de le rester. Et donc si on passe à la planche suivante, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on peut avoir une autre échelle qui est l'échelle du biologiste. Et le biologiste, à contrario, lui va faire de la microscopie. Et vous allez pouvoir en fait faire des petites tranches de cerveau sur des cerveaux en fait de personnes qui ont fait don de leur corps à la science. Et ce que vous allez observer, c'est le type de cliché que vous avez en haut à droite, sur lequel les petits points bleus, ce sont en fait les corps de vos neurones, les corps cellulaires des neurones. Alors des neurones, il y en a des centaines de milliards, et donc c'est extrêmement compliqué. Quand on regarde en fait une image du cerveau de cette nature, on ne comprend rien en fait à l'organisation de ce cerveau. Et donc probablement que cette vision, qui est la vision du biologiste, c'est pas celle qui est adaptée lorsqu'en fait on fait des neurosciences. Et il y a une vision intermédiaire lorsqu'on s'intéresse aux neurosciences et qu'on va découvrir sur la planche suivante. Cette vision intermédiaire, c'est une échelle qu'on qualifie de mésoscopique. Et mésoscopique, c'est-à-dire que c'est une échelle qu'on va essayer d'atteindre de quelques centaines de micromètres. Et pourquoi une centaine de micromètres, si on veut comprendre l'organisation et le fonctionnement du cerveau? C'est parce que notre cortex, qui contient en réalité les villes actives faites de tous ces petits travailleurs que sont les neurones, eh bien, ces neurones ne sont pas complètement organisés n'importe comment, ils sont organisés en couches. Donc vous voyez sur la figure en bas à droite un certain nombre de couches, on peut avoir 5 ou 6 couches en fonction de la région du cerveau, et ces couches en fait ont des rôles fonctionnels différents et communiquent entre elles. Et puis ces couches s'organisent en amas de quelques milliers de neurones sous forme de colonnes, donc on a une structure de colonnes, et ces colonnes, en réalité, ce sont les espèces d'entités élémentaires du fonctionnement cérébral. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de descendre à l'échelle du neurone, mais si déjà on est capable de cartographier le fonctionnement de ces amas de quelques milliers de neurones, eh bien on est très content. Et la neuroimagerie a complètement révolutionné cela, comme on va le voir sur la planche suivante. Effectivement, on s'intéresse à essayer de cartographier le cerveau depuis le XVIe siècle. Vous voyez en fait une première image de Wesel qui a été en fait produite en 1543. Et c'est surtout au début du XXe siècle qu'on a eu plusieurs grands neuroanatomistes qui sont intéressés à essayer de décortiquer, de comprendre, de cartographier ce cerveau. Notamment en fait Brodmann qui a établi le premier atlas de l'organisation des neurones à la surface du cerveau. Et puis un peu plus tard, Talleyrand a développé, donc Talleyrand qui travaillait en fait à Sainte-Anne, a développé le premier atlas, lui, un atlas qui permettait de normaliser, de remettre tous les individus à peu près dans un même espace. Et ça c'était intéressant parce qu'on allait commencer à pouvoir en fait établir une notion d'atlas. Comment, en moyenne, le cerveau est-il organisé ? Mais c'est surtout en fait la neuroimagerie en fait qui elle a émergé au milieu des années 2000 qui a révolutionné en fait les neurosciences. Et elle a connu un essor considérable, surtout au cours des 2 dernières décennies. Et si on fait un résumé en fait des méthodes d'imagerie qu'on a pour explorer le cerveau humain, eh bien on a quoi? On a l'électroencéphalographie qui elle a été en fait inventée finalement assez tôt, dès 1929. On va voir la magnétoencéphalographie et là ce qu'on va aller en fait mesurer avec ces 2 modalités, c'est à la surface du cerveau des signaux électriques ou magnétiques qui sont induits lorsque le cerveau s'active. On a ensuite en fait la tomographie par émission de positons qui elle nécessitait l'injection en fait d'une substance radioactive qui allait remplacer en quelque sorte le sucre qu'on consomme pour pouvoir en fait derrière dans un cycle qui consomme également de l'oxygène créer une sorte de fuel que notre cerveau consomme pour fonctionner et en fait et engendrer l'ensemble des mouvements par exemple que l'on peut produire en bougeant la main. Et c'est encore un peu plus tard, en fait, c'est au milieu des années 80 qu'on a vu véritablement émerger l'imagerie par résonance magnétique.
Et si on passe sur la planche suivante, l'imagerie par résonance magnétique, c'est probablement cette modalité d'imagerie qui a révolutionné la façon d'approcher le cerveau. Pourquoi ? C'est parce que c'est une modalité qui est non invasive, qui est dotée d'une résolution spatiale qui est relativement bonne. La plupart en fait, des centres hospitaliers ou de recherche en France sont dotés d'imageurs d'une puissance entre guillemets de 1,5 Tesla. 1,5 Tesla, c'est la valeur d'un champ magnétique. Et ce 1,5 Tesla, rendez-vous compte que c'est plus de 100 000 fois la valeur du champ magnétique terrestre. Donc ce n'est pas n'importe quel aimant qu'on développe en fait, pour faire un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Et lorsqu'on regarde en France, on a un accès qui est relativement lent à l'imagerie par résonance magnétique. Il faut en moyenne 3 semaines pour pouvoir avoir un rendez-vous pour passer un examen d'imagerie par résonance magnétique. On est quand même en queue du classement européen, avec bien entendu une espèce de gradient qui va des pays les mieux dotés qui se situent au nord de l'Europe et les pays les moins bien dotés qui se situent au sud. Et on a en gros 750 imageurs, dont 600 sont des imageurs qui ont un champ magnétique de 1,5 Tesla, et puis un peu plus d'une 250 qui sont des imageurs à 3 Tesla. Et pourquoi est-ce qu'on veut en fait augmenter ce champ magnétique ? C'est parce qu'on peut voir de plus en plus précisément. Et qu'est-ce qu'on peut voir finalement avec un imageur en IRM ? Alors on va passer au transparent suivant. Eh bien, à la planche suivante, eh bien, les premières choses qu'on peut voir, ce sont les structures cérébrales. Lorsque vous regardez le cliché qui est en bas à gauche, vous avez une imagerie dite pondérée en T1, qui est une imagerie assez classique qu'on fait dans tout examen IRM lorsqu'on va passer un IRM dans un centre hospitalier, dans un centre de radiologie. Et ne serait-ce qu'à partir de cette image, si on déploie tout un tas de routines d'analyse et de traitement de l'image, donc qui sont, elles, reposent sur l'informatique, on est par exemple capable d'extraire automatiquement tous les plis, toutes les circonvolutions du cerveau, et on est même capable de les étiqueter automatiquement. Vous allez avoir en fait une vidéo, qui est la première vidéo qui va pouvoir être lancée par la régie, qui n'est pas du tout ce qu'on devrait voir à l'écran. C'est un peu plus joli que ça. Donc en fait, on va revenir à la planche, s'il vous plaît, parce que j'ai un petit problème de couleur. Donc, grosso modo, ce qu'on va pouvoir détecter en fait dans ces images, c'est effectivement toutes les circonvolutions du cerveau, des structures internes profondes également qui sont souvent impliquées dans le contrôle moteur. Lorsqu'on va en fait activer un membre, on va avoir en fait une région du cortex qui va aller envoyer un influx nerveux jusque dans la moelle épinière et dans en fait les nerfs au bout de vos membres. Et puis, lorsque le mouvement est fini, vous avez des neurones qui vont renvoyer l'information, attention, le mouvement est fini, et qui vont aller activer des structures qui sont enfouies dans le cerveau, qui elles-mêmes vont aller éteindre l'activité corticale qui visait à faire bouger votre membre. Mais on est également capable de voir, si on passe sur la planche suivante, les connexions, les grandes autoroutes du cerveau humain. Et vous avez ici un exemple de ce genre de cartographie, et la modalité qu'on utilise pour en fait, avoir accès à ces autoroutes, c'est l'IRM de diffusion. Et l'IRM de diffusion, elle repose simplement, on va aller observer avec l'IRM le mouvement des molécules d'eau. Et l'image que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous voulez avoir, sans faire de photographie précise, une image du réseau périphérique, par exemple de Montpellier, et que vous êtes de nuit. Comment est-ce que vous faites ? Vous prenez en fait un appareil photo, et puis vous montez dans un hélicoptère, et vous êtes perché dans le ciel, et vous allez régler votre appareil de photo avec un temps de pause très long. Et lorsqu'on est de nuit, sur le périphérique montpelliérain, on a des voitures qui circulent, et ces voitures qui circulent, elles ont en général les phares allumés, si en fait on ne veut pas avoir d'accident. Et lorsqu'on a un temps de pause relativement long, eh bien, on va pouvoir avoir des traînées de phares qui vont finalement vous allumer le réseau autoroutier, et la photo que vous allez prendre, elle va vous révéler en fait le réseau autoroutier de montpelliérien. Et c'est exactement la même chose dans le cerveau. On va remplacer... Donc là, vous avez une image de ces connexions. On va remplacer les voitures par des molécules d'eau. Les molécules d'eau, elles ont des phares qu'on appelle un moment magnétique. Donc elles sont équivalentes à des petits aimants. Et ces molécules d'eau, elles vont se déplacer de manière privilégiée
le long des connexions cérébrales, comme une voiture a tendance plutôt à circuler le long de la route qu'en travers de la route. Et les couleurs que vous utilisez, elles ont des significations particulières? Oui. Les couleurs que vous voyez ici représentées, ça représente les grandes autoroutes du cerveau. Par exemple, le faisceau de fibres que vous avez en orange, c'est celui qui va aller activer vos membres. C'est par lui que passe en fait l'influx qui va en fait entraîner la motricité de votre corps. Voilà. Et donc on est capable, avec ce type d'imagerie maintenant, de remonter à une espèce de carte routière du cerveau qui est relativement fine. Ce que vous avez de représenté à l'écran, c'est une carte relativement grossière, donc des grosses autoroutes. Mais l'enjeu de la recherche actuellement, c'est d'aller regarder les routes secondaires et puis les petits chemins vicinaux. Pourquoi ? Parce que ces petits chemins vicinaux, ils sont situés juste en dessous du cortex cérébral. Et le cortex cérébral, c'est le néocortex, c'est lui qui supporte les fonctions les plus évoluées que vous avez pu développer au cours de votre développement, et grâce en fait à votre environnement, à l'éducation que vous avez subie. Et donc comprendre comment, par exemple, fonctionne le réseau de l'apprentissage d'une langue, ou bien comprendre comment fonctionne la vision finement, est quelque chose de très important. Et on a également la possibilité, mais là je vais aller très rapidement parce que le professeur Coltala vous l'a fait voir sur la planche suivante. Non, c'est pas cette image-là. Sur la planche suivante, on est également capable, grâce à l'IRM, si c'était celle-ci, ça c'est ce qu'on a vu effectivement, de voir en fait un cliché. On est capable de voir le réseau vasculaire. De la même façon qu'on a un réseau autoroutier qui fait circuler l'influx nerveux, on a dans notre cerveau un réseau vasculaire qui, lui, est là pour amener l'oxygène et puis également pour évacuer les déchets du cerveau. Et ce réseau vasculaire, entre ce réseau vasculaire et le tissu cérébral, il existe une barrière normalement infranchissable qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et c'est elle qui est en fait détruite lorsque on a un accident vasculaire cérébral avec un saignement. Alors ça, c'est le point de la situation aujourd'hui. Pour qu'on va avoir le temps de répondre à quelques questions éventuellement, c'est demain qui m'intéresse. Vous avez l'un et l'autre des envies et des idées sur ce qui peut se faire demain. Peut-être on va commencer avec vous, Monsieur Costella. Ce que vous avez vu là, évidemment, ne vous étonne pas trop parce que c'est votre domaine. Mais bon, il y a quand même de très très belles images. Malheureusement, il y a une vidéo qui n'est pas partie, mais ça fait quand même pas partie de votre quotidien, ça, pour l'instant. Non, tout à fait. Je pense que ce qui a été montré, c'est vraiment toute la possibilité de l'imagerie fonctionnelle aujourd'hui. Alors, oui, c'est déjà en application clinique. Il y a quand même toute une partie d'imagerie fonctionnelle dite, en tout cas de perfusion, qui rentre dans les décisions cliniques d'ores et déjà. C'est vrai que la tractographie reste encore largement du domaine de la recherche. Elle est rarement, on va dire, utilisée pour prendre des décisions cliniques aujourd'hui, mais ça le sera sûrement demain. Donc le futur de tout ça pour l'imagerie, il est sans limite, puisqu'il y a aussi des traceurs aussi spécifiques de molécules. Il y a toute une imagerie aussi qui se développe spécifique à l'échelle moléculaire, qui sera aussi sûrement un grand pan d'évolution. Pour ce qui concerne le premier domaine que je vous ai montré, c'est l'accident vasculaire cérébral, je commenterai que celui-là. L'avenir, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous ai montré, c'est une révolution thérapeutique. Le traitement que je vous ai montré, en fait, c'est un des plus efficaces de toute la littérature médicale pour le nombre de patients à traiter. Par exemple, il faut traiter 3 patients pour avoir un bénéfice clinique à 3 mois sur ce genre de traitement. Il faut en traiter 30 à 40 pour l'infarctus du myocarde par angioplastie à la phase aiguë. Donc il y a une efficacité redoutable de ce traitement qui est sous-distribué actuellement dans l'ensemble des populations mondiales. Et un des gros enjeux, ça va être surtout amener ce traitement ultra efficace à un maximum de gens dans la population. C'est le premier enjeu d'avenir que je vois. Le deuxième, il sera d'ordre plus technique, de préservation cérébrale avant le traitement de l'AVC. Justement, d'imagerie fonctionnelle avancée, non pas avant le traitement de l'AVC, mais plutôt pour gérer les séquelles de cet AVC et sur le reconditionnement cérébral par la suite, pour laisser le moins de séquelles possible aux patients. Mais je crois que le gros enjeu aujourd'hui de ce traitement, c'est d'être accessible le plus rapidement possible en améliorant les vecteurs de transfert notamment, et aussi en améliorant l'accessibilité de ce type de traitement à la population. C'est vraiment ça, je pense, le premier point assez modeste qu'il faut qu'on arrive à remplir pour la communauté médicale, en tout cas sur le premier domaine que je vous ai montré. D'accord. Alors en revanche, ce qui se passe au CEA, c'est pas modeste du tout, puisque vous travaillez sur une IRM extrêmement puissante. Je pense que c'est à partir de la slide 11, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'on peut retrouver les images de Monsieur Poupon? Non, c'est après. Alors après,
Oui, alors on va commencer par là. Effectivement, du point de vue de l'enjeu de la recherche donc technologique en IRM, la tendance actuelle, c'est d'augmenter le champ. Et d'augmenter le champ, pourquoi ? C'est pour augmenter la résolution spatiale, voir des détails encore plus fins du cerveau. Et le commissariat à l'énergie atomique, qui est un acteur de la recherche technologique en France, développe des outils de neuroimagerie et est impliqué en fait dans le développement de l'imagerie médicale. Et si l'on passe en fait à la planche suivante, eh bien, le CEA est en train de construire un IRM dont la puissance est de 11,7 Tesla. C'est à peu près, c'est un peu moins d'une dizaine de fois. En gros, c'est une dizaine de fois ce qu'on trouve dans la plupart des centres hospitaliers. Et pour en fait obtenir des imageurs d'une telle puissance, eh bien, il a fallu complètement revoir toute la chaîne de l'ingénierie qui est mise en œuvre pour ce genre de développement. Mais l'intérêt, et vous voyez ici en fait en bas à droite l'IRM installé à Neurospin. Oui. Donc bien sûr, il n'y a pas encore le joli capot avec les jolies couleurs et la jolie peinture qui fait qu'on a l'impression de rentrer dans un IRM comme dans un centre clinique, mais ça c'est une étape qui va être installée. Et lorsqu'on aura cet imageur, si on passe sur la planche suivante, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ben voilà une illustration. Si on revient à l'hippocampe, le professeur Étienne vous a parlé en fait de l'hippocampe humain qui est ce centre de la mémoire. Et quand vous faites une imagerie de l'hippocampe à 3 Tesla, donc 3 Tesla, je vous le rappelle que c'est la Rolls de ce qu'on trouve en fait dans un centre hospitalier actuellement. La plupart des imageurs sont plutôt à 1,5 Tesla. Vous avez l'image en bas à droite. Et là, vous avez une coupe de cette structure qui est dessinée en rouge sur la photo qui est en haut à gauche. Eh bien, on voit qu'on ne voit pas énormément les détails. Mais quand on commence à augmenter le champ magnétique à cette Tesla, eh bien, en fait, on passe d'une résolution millimétrique à une résolution qui est de quelques centaines de micromètres, comme vous pouvez le voir en fait sur l'image qui est au centre. Et puis, lorsque vous augmentez encore le champ magnétique et que vous allez à 11,7 Tesla, vous pouvez encore améliorer cette résolution spéciale. Et cet hippocampe, par exemple, qui s'est un peu rabougri dans la maladie, lorsque vous développez une maladie d'Alzheimer, on ne sait pas en fait quelle région de l'hippocampe est atteinte en premier, s'il y a un ordre dans l'atrophie qui se crée dans cet hippocampe, mais parce qu'on est capable d'avoir des images beaucoup plus fines, eh bien on va pouvoir aller regarder à l'intérieur de l'hippocampe. Et l'image que vous avez en bas à droite, c'est en fait une segmentation qui a été opérée à partir de l'image qui est en haut à droite. Et non seulement on va pouvoir voir les sous-structures de l'hippocampe, donc comprendre encore plus finement, et si on passe à la dernière planche, on va également pouvoir aller regarder les connexions à l'intérieur de cet hippocampe. L'image que vous avez en bas à droite, elle vous montre la reconstruction du circuit polysynaptique, qui est un des circuits en fait qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer. Et donc voilà tout l'enjeu de la recherche, c'est d'aller encore plus loin pour voir encore plus finement à l'intérieur du cerveau et atteindre cette fameuse échelle mésoscopique de quelques centaines de micromètres dont je parlais au début. Merci. Bon, désolé pour ces petits problèmes de vidéo. Applaudir, effectivement. Merci vous deux. On va prendre quelques questions. On va prendre le temps parce que j'imagine que ces images et toutes ces perspectives, voilà, vous suggèrent des questions. Donc, voilà, oui, madame. Ah, petit problème de micro. Non, on vous entend pas très bien. Il est peut-être pas allumé. Il est allumé ? Ah, bon, voilà. Voilà, je m'applique. Donc, je suis très intéressée que vous avez des imageurs par résonance magnétique de plus en plus puissants, donc au-dessus de 3 Tesla, je crois que vous avez dit. Je me rends compte que le matériel est énorme puisque vous nous avez fait voir la construction. Je me rends compte aussi que le tunnel dans lequel on met le patient est de plus en plus petit. Alors, comment vous allez soigner les malades comme moi qui sont claustrophobes pour les faire rentrer dedans ? Qui répond ? Monsieur Costella. L'un de vous en tout cas, mais il y a des IRM ouvertes en plus. Voilà, je crois que c'est vrai que la claustrophobie en IRM, je la comprends tout à fait. Personnellement, j'aime pas du tout rentrer dans le tube d'IRM non plus, donc je vous comprends tout à fait. Il y a des IRM qui existent en champ ouvert. Alors là, on sort complètement de la recherche et de toutes les belles images qu'on nous a montrées, parce que souvent le champ est beaucoup plus bas et les images du coup sont de moindre qualité. Mais pour certains suivis cliniques, ça suffit largement. Donc il y a quand même des IRM à champ ouvert qui existent, qui s'améliorent de génération en génération. Puis les tubes dans l'IRM ont quand même augmenté leur diamètre. Maintenant, on est à 70 cm, me semble-t-il, sur les dernières machines, alors qu'on était quasiment 10 à 15 cm de moins, et ça change quand même pas mal la donne. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits sur les miroirs pour pouvoir avoir l'impression qu'on n'est pas dans un tube.
Alors, et on passe des petits films, etc. Donc, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le rendre moins étouffant aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un vrai problème. Il y a des gens qui n'ont pas d'IRM parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le tube. Donc, c'est un vrai problème. Et pour compléter ce que disait le professeur Costala, il y a un autre champ de développement technologique qu'on est en train d'étudier pour l'imagerie à 11,7 Tesla, c'est de créer des casques virtuels que vous allez installer avant de rentrer dans la salle IRM, qui seront par contre capables de résister à un champ magnétique énorme. Et avec ce casque, on vous plongera dans le monde dans lequel en fait, vous aimeriez être. C'est-à-dire l'idée, c'est de mettre de la réalité virtuelle pour que vous n'ayez pas l'impression de subir un examen IRM. Et encore une fois, on peut dire quand même encore merci en fait, aux patients américains et obèses qui ont permis de prendre en considération l'augmentation de cet espace. Merci. On a une autre question? Oui, bonjour. C'est bon, ça marche. Oui. C'était pour vous poser une question sur la prise en charge des patients qui viennent de Lozère. Puisque là, on a vu donc un exemple d'un patient qui était dans le Gard. Et comment ça se passe pour quelqu'un qui est en Lozère? On a parlé de télémédecine, mais vraiment pour une thrombolyse où on sait qu'on a un certain nombre, un certain délai à respecter si on veut agir avec 2 millions de neurones par minute. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'hélicoptère marche été comme hiver? Est-ce que vous avez des patients de Lozère? Alors, bien sûr, on a des patients de Lozère et même plus loin de Mende. Il y a des situations, si vous voulez, où malheureusement, on ne peut pas redupliquer une salle d'angiographie cérébrale, avoir 4 praticiens pour faire des astreintes jour et nuit. On est obligé, malheureusement, et on aura toujours un nombre de centres limité pour ce type de plateau technique. Donc, comme on ne peut pas les mettre partout, on est obligé de travailler aussi sur l'acheminement préhospitalier. Donc, la réponse pour les patients de Mende et de Lozère aujourd'hui, c'est pas de créer un centre dans leur hôpital, parce que malheureusement, on n'aura pas la ressource humaine ni technique pour le faire, mais on travaille sur des règles d'acheminement. Et ces règles d'acheminement, elles vont être particulières justement pour quand on est éloigné comme ça, parce que normalement, vous pouvez être sous dépendance d'un premier centre intermédiaire, Mende ou Millau, par exemple, quand vous êtes sous dépendance d'un centre intermédiaire, vous avez normalement un stop à faire sur la première unité neurovasculaire la plus proche en Lozère, d'accord ? Le problème de ce stop intermédiaire va être que le fait de vous immobiliser sur un premier hôpital, de faire tout le bilan, ah tiens, vous avez un AVC, d'appeler une ambulance et de vous transférer, va vous coûter en moyenne 110 minutes, quasiment 2 heures. Donc le stop intermédiaire est la chose qui va être la plus délétère dans votre prise en charge en Lozère. Du coup, ce qu'on a décidé avec les neurologues de Montpellier, les neurologues de l'ensemble de la région et les systèmes de régulation, c'est de créer des règles de déroutage. C'est-à-dire, en fait, sur des symptômes cliniques fortement évocateurs d'un AVC dit grave, par exemple, vous ne bougez pas brutalement la moitié du corps, eh ben, on va prendre le risque de vous acheminer directement au CHU de Montpellier, plutôt que de vous faire un stop intermédiaire dans un premier hôpital qui ne sera pas doté d'outils pour faire la thrombectomie. En faisant ça, on réduit le temps d'environ 104 minutes par rapport à une prise en charge classique, vous gagnez 2 heures. 2 heures sur la prise en charge de l'AVC, c'est quasiment 20 à 30% d'issue favorable en plus par rapport à un cheminement classique. Donc, est-ce qu'il y a une égalité territoriale d'accès à la thrombectomie totale? L'égalité totale, de manière, ça n'existe pas. Et là, ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire que si vous faites un AVC aujourd'hui dans cette salle, vous avez beaucoup plus de chances d'être traité dans l'heure et demie que si vous êtes dans un territoire reculé. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des centres tous les 10 km. Par contre, on essaie de pallier en travaillant de façon collégiale avec le système de régulation, les SAMU, les neurologues et les urgentistes, pour arriver à trouver des filières de déroutage efficaces qui réduisent un maximum le temps de ces personnes qui sont éloignées des centres de référence. Merci. On a une autre... Une dernière question peut-être? Monsieur. Vous n'avez pas parlé de prévention. Est-ce qu'il existe des moyens de prévention d'un AVC? Et si oui, lesquels? Alors, les moyens de prévention de l'AVC, donc ça, bien sûr, je pense que les préventions de l'AVC, c'est tout simplement les règles hygiéno-diététiques classiques. C'est-à-dire que prévenir l'AVC, c'est prévenir l'infarctus du myocarde, c'est avoir des règles de vie normales, c'est peut-être justement en rappel les quelques mots qui avaient été dits par Mme Fleury juste avant.
C'est vrai qu'on ne prend pas soin de son corps, qu'on en prend soin que quand on s'aperçoit que ça va mal ou qu'on a frôlé quelque chose de grave. Et peut-être c'est ça en fait la vraie réponse, c'est que prévenir l'AVC, c'est justement ne pas attendre dans des situations à risque et faire attention dès maintenant à éviter les facteurs de risque que tout le monde connaît. Le tabac, au premier lieu, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, les facteurs classiques cardiovasculaires pour le cœur, c'est les mêmes que pour le cerveau, il n'y a aucune différence. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, un grand bravo. Merci beaucoup. Voilà, la première journée déjà terminée, se termine déjà. On se donne rendez-vous demain avec un programme tout à fait exceptionnel. Donc avec dès 10h, nous allons partir donc à la découverte des grands sportifs. On va tout savoir sur ce qu'il se passe dans leur tête, dans leur corps. Et demain, on vous promet aussi des images absolument formidables. On va voir comment on opère un cœur sans ouvrir. On va voir comment on peut repousser nos limites humaines. On a aussi une séance absolument extraordinaire sur les progrès qui ont été réalisés pour lutter contre le cancer du foie. Enfin voilà, on a un programme absolument fabuleux avec des très grands spécialistes, la galerie de la découverte toujours, la librairie avec un grand nombre d'entre eux qui viendront signer leurs ouvrages. Donc on vous donne rendez-vous dès demain matin à 10h et on vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup à vous.